Bonsoir et merci d'être à ce rendez-vous pour passer en revue les principales informations de ce jour. Le président Joseph Aoun et le premier ministre Nawaf Salam se sont rencontrés à Baabda en ouverture d'une semaine politique décisive. Au cœur des discussions, le plan de l'armée visant au désarmement du Hezbollah et des autres milices qui sera débattu vendredi en Conseil des ministres. À l'aube d'une semaine décisive pour l'avenir du pays, le président Joseph Aoun et le premier ministre Nawaf Salam ont discuté les préparatifs du Conseil des ministres prévu vendredi, qui doit examiner le plan élaboré pour l'armée pour restituer à l'État le monopole des armes. Ce plan, attendu depuis le mandat confié à l'armée le 5 août, prévoit le désarmement progressif du Hezbollah, des autres milices et des camps palestiniens dans le cadre d'un processus global appuyé par la communauté internationale. Joseph Aoun et Nawaf Salam ont également évoqué la récente visite du chef du gouvernement en Égypte, marquée par un entretien avec le président Abdel Fattah al-Sisi. Mais l'opposition du Hezbollah reste farouche. Le parti chiite rejette catégoriquement tout désarmement et plaide pour un dialogue politique soutenu par son allié, le président de la Chambre Nabih Berri. Ce dernier a proposé dimanche une nouvelle initiative, mais son discours a provoqué une agitation dans la banlieue sud de Beyrouth. En toile de fond, le plan Barak adopté début août lie ce désarmement à l'arrêt des attaques israéliennes et au retrait des troupes encore présentes au sud, une équation complexe au cœur des tensions régionales. Vendredi, le Conseil des ministres devra trancher. Une réunion cruciale qui pourrait déterminer si l'État libanais est enfin en mesure de reprendre le contrôle de toutes les armes sur son territoire. Nouvelle provocation à Jérusalem. Des colons israéliens ont de nouveau pris d'assaut la mosquée Al-Aqsa sous protection des forces d'occupation. Des dizaines de colons israéliens ont franchi les portes du lieu saint, accompagnés par de lourds dispositifs sécuritaires. Sous la protection de la police d'occupation, ils ont effectué des prières et rituels considérés comme provocateurs par les fidèles musulmans déjà restreints dans leur accès. Selon l'agence palestinienne Wafa, les forces israéliennes ont procédé à des contrôles stricts et empêché plusieurs fidèles d'entrer. Ces incursions devraient s'intensifier dans les prochaines semaines, préviennent des sources locales à l'approche des fêtes juives. Les colons comptent profiter de cette période pour multiplier leurs visites et introduire de nouveaux rituels. Chaque nouvelle intrusion alimente la colère palestinienne et fait craindre une escalade dans la ville sainte, troisième lieu le plus sacré de l'islam. Al-Aqsa reste ainsi un point névralgique du conflit israélo-palestinien, symbole de souveraineté, de foi et de résistance. Nouvelle attaque en mer Rouge. Les rebelles Houthis du Yémen affirment avoir visé un pétrolier israélien au large de Yunboua en Arabie saoudite. L'équipage est indemne, mais cet incident illustre la montée des tensions régionales et les risques croissants pour la navigation internationale. Les rebelles Houthis du Yémen ont revendiqué une attaque au missile contre le pétrolier Scarlet Ray, présenté comme israélien. Selon le porte-parole militaire du mouvement Yahya Sarria, il s'agit d'une opération militaire navale visant à frapper les intérêts israéliens dans la région. De son côté, l'agence britannique de sécurité maritime UKMTO a confirmé un incident à environ 40 milles nautiques au sud-ouest de Yunboua en Arabie saoudite. Le capitaine d'un navire a rapporté une détonation près de sa coque sans dommage direct. L'équipage est sain et sauf et le pétrolier a poursuivi sa route. La société de sécurité Embry a identifié le Scarlet Ray comme un navire battant pavillon du Libéria, mais appartenant à des intérêts israéliens. Les Houthis soutenus par l'Iran multiplient depuis plusieurs mois les attaques contre les navires liés à Israël ou à ses alliés dans le contexte de la guerre à Gaza. Ces opérations perturbent gravement le trafic maritime dans cette zone stratégique, l'une des plus fréquentées au monde pour le transport de pétrole et de marchandises. Alors que l'incident n'a pas fait de victimes,
il relance les inquiétudes sur l'escalade d'un conflit qui dépasse les frontières du Yémen, faisant de la mer Rouge un théâtre majeur de confrontation régionale. En Afghanistan, un puissant séisme a frappé l'est du pays, faisant au moins 800 morts et plus de 2700 blessés, selon un bilan encore provisoire. Les autorités talibanes évoquent des dégâts considérables, notamment dans la province de Kunar, et appellent à l'aide internationale. Un pays déjà meurtri par la pauvreté et les catastrophes naturelles vient de vivre une nouvelle tragédie. Un séisme de magnitude 6 a frappé l'est de l'Afghanistan, suivi de 5 répliques ressenties jusqu'à Kaboul et même au Pakistan. Selon le ministère de l'Intérieur, au moins 800 personnes ont péri dans les provinces de Kunar et de Nangarhar. Plus de 2700 blessés ont également été recensés, alors que les secours peinent à atteindre ces zones reculées et montagneuses. Les autorités talibanes ont mobilisé des hélicoptères et des équipes de secours. La mission de l'ONU en Afghanistan a exprimé sa profonde tristesse et annoncé le déploiement d'une aide d'urgence. Le pays a déjà été frappé en 2023 par un autre tremblement de terre à Herat dans l'ouest, qui avait causé la mort de plus de 1500 personnes et détruit des dizaines de milliers d'habitations. Cette nouvelle catastrophe frappe un pays où près de la moitié de la population vit dans la pauvreté et où l'aide humanitaire internationale a fortement diminué. Les survivants s'ouvent sans abri ni ressources, affrontent désarmés l'urgence humanitaire. À Kunar comme à Nangarhar, les secouristes redoutent que le bilan continue de grimper, les recherches étant encore en cours dans les décombres. Un désastre qui rappelle une fois de plus la vulnérabilité de l'Afghanistan face aux catastrophes naturelles. À mi-parcours, la Mostra de Venise impressionne déjà par la densité de sa programmation. Entre films engagés, prises de position sur Gaza et performances marquantes, le festival conjugue glamour et contexte géopolitique brûlant. La 82e Mostra de Venise est un festival qui fait parler. Désolé pour ce problème technique et nous poursuivons ce journal. En note finale, à Oman, l'encens surnommé l'or blanc est bien plus qu'un simple parfum. Il incarne une tradition millénaire et un atout économique précieux. Dans la vallée de Daouha, habitants et autorités se mobilisent pour préserver cette richesse naturelle menacée par la surexploitation et le développement. Dans le sud de Oman, la vallée aride de Daouha abrite une ressource ancestrale, l'encens. Classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, cette réserve compte près de 5000 arbres, dont 1 millier produisent la précieuse résine. La récolte se fait à la main selon des méthodes séculaires. Chaque incision est mesurée pour préserver l'arbre. Pour nous, l'encens est plus précieux que l'or, confie Abdallah Jaddad, cultivateur depuis plus de 70 ans. L'encens omanais réputé dans le monde entier entre dans la composition de parfums de luxe. La maison Amouage en a fait sa signature, vendue plusieurs centaines de dollars la bouteille dans les grandes capitales. Son commerce remonte au 3e millénaire avant notre ère. À l'époque, l'encens avait la valeur du pétrole d'aujourd'hui, exporté vers l'Égypte antique, Rome ou encore la Chine. Aujourd'hui, le Najdi, variété cultivée ici, est utilisé aussi bien en parfumerie qu'en médecine et cosmétique. Mais sa qualité la plus rare, d'un verre translucide, devient de plus en plus difficile à trouver. Pour préserver ce patrimoine, un partenariat a été signé avec la maison Amouage. Chaque arbre est désormais suivi et codé. Une distillerie locale doit bientôt voir le jour pour produire l'huile d'encens sur place sans dépendre de la France. Car les menaces sont bien réelles, urbanisation, routes et projets d'infrastructures fragilisent l'écosystème. Des centaines d'arbres ont déjà dû être déplacés pour être sauvés. L'encens de Oman, trésor millénaire et parfum éternel, continue d'incarner l'identité d'un pays qui mise sur sa préservation pour l'avenir.
Et sur ce, nous terminons ce journal. Merci pour votre attention. Bonsoir.